Bonjour et bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud et aujourd'hui je reçois l'historien Stanis Pérez, co-auteur avec le médecin Patrick Berch du livre Pandémie, des origines à la Covid-19 paru aux éditions Perrin. Bonjour Stanis Pérez. Bonjour Virginie Giraud. Alors depuis le grand confinement de l'année 2020, on a l'impression que des nouveaux mots sont entrés dans notre vocabulaire. Épidémie, pandémie. Mais quelle est la différence entre ces mots ? Ah, c'est une question qui est complexe. Donc j'aime bien. C'est-à-dire bien, que on commence bien. Épidémie, c'est une maladie qui vous tombe dessus. Voilà, collectivement. Mais évidemment, une épidémie, elle peut se limiter à une famille ou un village ou, je sais pas moi, une petite région. D'accord. Pandémie, en théorie, c'est la totalité du globe qui est frappée. Donc il y a une différence, je dirais, qui est quantitative, c'est-à-dire qu'il y a quand même un virus très différent ou des bactéries ou des micro-organismes qui sont beaucoup plus contagieux. Et maintenant, parce que le vocabulaire il évolue aussi, on commence à parler dans les milieux scientifiques de syndémie. Ah bon ? C'est de l'épidémie, c'est de la pandémie, et puis il y a les aspects aussi, psychologiques, voire économiques et sociaux, qui constituent des facteurs de fragilisation. Donc finalement, si je vous suis, les pandémies, les épidémies ont toujours existé dans l'histoire. Et puis on connaît la variole, la peste bubonique, la peste noire. Quelle est la première pandémie qui a été documentée par les historiens ? Moi, je pense que la première pandémie incontestable, c'est la grippe espagnole, parce qu'on a retrouvé des traces de malades et de victimes de cette grippe espagnole jusqu'au pôle Nord. Jusque chez les Inuits. Donc vous faites commencer les pandémies au XXe siècle. Oui, parce que l'explosion des transports, des échanges, les guerres, etc., ça a amené à ce que, à un moment donné, il y ait une souche, voilà, de grippe espagnole, c'est du H1N1, se retrouve sur la totalité des continents, alors qu'avant c'était pas le cas. C'est-à-dire, même si vous avez la grande peste, par exemple, du XIVe siècle, la fameuse peste noire, l'Afrique semble avoir été très peu touchée par la peste noire du XIVe siècle. Donc, même cette grande peste du XIVe siècle n'a pas été une pandémie. Par contre, grippe espagnole, la totalité de la planète, partout. Donc, pour moi, c'est la première véritable pandémie. Et comment réagissent les gens si on prend la peste bubonique de Justinien au VIe siècle à Byzance ou la grande peste noire au Moyen-Âge ? Est-ce que les gens ont des techniques pour se prémunir ? Est-ce qu'ils désignent un bouc émissaire ? Le livre qu'on a rédigé avec le professeur Berch montre qu'il y a évidemment à la fois des nouveautés, des innovations, et en même temps, il y a des tendances et des choses qui ne changent pas. C'est-à-dire, on pourrait même le théoriser, première étape, on est dans le déni. Oui, pourquoi ? Parce qu'il y a quelques malades, et puis c'est normal que les gens soient malades, il y a des morts, on ne sait pas trop. On est dans le déni, ça va passer, c'est pas grave. Après, on se pose quand même des questions quand on voit que le nombre de cas augmente, mais il y a toujours en fait un décalage au niveau des autorités. Pourquoi ? Parce que prendre des mesures contraignantes, c'est forcément restreindre les libertés, avoir des problèmes de contrôle social et des conséquences économiques, et ça personne n'en veut. Forcément. Eh oui. Donc en fait, sur la longue durée, il y a toujours à peu près ces étapes. Le déni, l'attentisme, ensuite on prend des mesures qui sont plus ou moins inefficaces. Je ne vais même pas dire efficace, parce que avec le recul, on dit toujours « Ah oui, mais ce qu'ils ont fait, ça ne servait à rien, ou quasiment. » Avant le XXe siècle, globalement, il y a quelques mesures pertinentes, mais dans un océan de mesures qui servent à rien, de notre point de vue en tout cas. Et puis, il y a la peur, il y a l'exil, la fuite. Moi, je me souviens, quand ils annoncent le confinement en Italie, la gare de Milan, noir de monde, et tous les gens qui s'en vont. En plus, à l'époque, ils n'avaient pas le masque, etc. On sait que, et ça n'a pas été qu'en Italie, les gens qui s'enfuient propagent. Évidemment. Mais c'est pas leur faute, ils ont peur, donc ils sont obligés de s'en aller. Et puis ensuite, vous avez différents stades, mais globalement, il y a toujours une forme de déliquescence sociale. Et depuis Procope, qui est l'historien qui décrit la peste de Justinien, jusqu'à même, on a publié... et qu'il a vécu d'ailleurs. Bien sûr, des écrits de Machiavel, aussi, qui a vécu la peste en Italie au XVIe. Les familles même sont frappées, je dirais divisées, dans le sens où, hélas, les malades sont très souvent exclus, abandonnés, laissés pour compte. Et ça, on le voit dès l'Antiquité. C'est-à-dire, on ne veut pas mourir, on ne veut pas tomber malade,
Et ça revient dans les textes, voilà, le père abandonne son fils, le fils abandonne son père, etc. On a même des cas au XIVe siècle de gens qui sont enfermés chez eux, sans nourriture, donc on les condamne à mort, mais par leurs proches. Bon, et ça aussi, ça rajoute à ce cataclysme sanitaire, mais qui est aussi psychologique. Tout à fait. Et ça n'a pas changé. Il y a quand même une rupture qu'on voit bien dans votre livre qui survient au XIXe siècle. C'est la révolution pasteurienne. Qu'est-ce que ça change ? Disons que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a une nouvelle grille de lecture. Mais je dirais que pour la population, bon, pour le profane qui comprend pas trop comment fonctionnent, voilà, les infections, avant on lui disait, c'est dans l'air. D'accord, on peut pas contrôler. Et là maintenant on lui dit, c'est invisible. Ah bon ? Mais c'est invisible, mais c'est dans l'air quand même. Bon, c'est le coup des petites gouttelettes, voilà. On a un levier d'intervention et de compréhension magnifique à partir de Pasteur. C'est-à-dire l'infiniment petit peut avoir des conséquences infiniment grandes et étendues, mais il y a un saut, je dirais, qualitatif en termes de compréhension des virus, puisque c'est quand même ensuite la vaccination, hein. Bon. Et puis la prophylaxie, dans le sens où voilà, on désinfecte tout, et voilà, et c'est très bien, et voilà. Mais il y a quand même une forme, je dirais, il y a une permanence, c'est cette idée que, de toute façon, avant ou après Pasteur, on ne voit pas le mal. Alors oui, on peut vous dessiner un coronavirus en gros, pour dire, voilà, c'est ça. Ben oui, mais on ne le voit pas. Qui en est porteur ? Les objets, les animaux, c'est dans l'air, comment on fait ? Le masque, oui, mais regardez, le coronavirus, il est tout petit, il peut passer à travers. On dit non, c'est pas ça, c'est parce qu'il y a un phénomène d'électrisation, ça va bloquer, etc. Et il y a toujours cette hantise de l'invisible, c'est-à-dire, et ça n'a pas changé en fait. Ça n'a pas de maîtrise. Et il y a autre chose qui est frappant dans votre livre, c'est que vous parlez des pandémies de maladies mentales qui surviennent à partir du 19e siècle. Alors pourquoi les maladies mentaux, ça existe avant ? Alors ça, on a eu quelques reproches, et ils étaient peut-être justifiés avec mon co-auteur et ami, en disant mais c'est pas des pandémies, le stress, la dépression, tout ça. C'est pas parce qu'il y a pas une bactérie, il y a pas, etc. Bon, on met de côté le fait qu'on a certaines maladies qui sont quand même liées, à des dégénérescences, à des bactéries ou des virus. Passons. Mais je reviens en fait un peu à cette idée de la syndémie. Je pense qu'on ne doit pas limiter les pandémies à des mécanismes purement viraux, infectieux, bactériens. Le mode de vie génère aussi des pathologies qui vont frapper au même moment ou quasiment des millions, pour ne pas dire des milliards de personnes. Et là, je pense qu'on peut et on doit employer la notion de pandémie aussi pour ces bobos psychologiques, mais quand même qui enquiquinent les gens pendant des mois, pour ne pas dire des années, qui génèrent ensuite des dépenses de santé considérables, des médicaments, des traitements, des psychothérapies, etc., etc. Mais ça, c'est lié à des modes de vie. Alors on va dire, oui, mais il n'y a pas un virus à la base. Mais le virus, je dirais que c'est un peu le mode de vie, c'est-à-dire le stress, le travail, les complications, des sollicitations. Et c'est pour ça que vous incluez les maladies chroniques, les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète dans ces pandémies modernes ? Mais oui, parce que de toute façon, c'est pas simplement parce qu'il y a une augmentation de l'espérance de vie qu'il y a plus de cancers. Alors, il y a plein de débats en disant oui, mais parce qu'en fait, les gens avant, ils mouraient plus tôt, donc ils n'avaient pas le temps de déclencher des cancers. Bon, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse de travail. Mais en réalité, si on regarde le nombre de personnes qui en souffrent et la mortalité, non, ce sont des pandémies. Et d'ailleurs, très souvent, quand on veut faire un peu de cartographie de ces maladies, on dit tiens, c'est bizarre, dans telle région, il y a moins d'accidents cardiovasculaires. Voilà, c'est le style de vie, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces pandémies de maladies chroniques et autres, il y a le style de vie, notamment, c'est vrai, l'alimentation, le stress lié au travail, au transport, tabac aussi, l'alcool, on n'oublie pas, hein, le sucre aussi terrible, le sel, ok, un peu tout, mais c'est notre style de vie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les menaces, on va dire ponctuelles, qui peuvent apparaître. Variole du singe, on pensait que on était tranquille avec ça, mais on a quand même le virus dormant qui peut être très méchant, c'est aussi notre style de vie. Pour certaines personnes, ça va se passer correctement, et pour d'autres,
ils vont avoir des problèmes, et des problèmes qui peuvent être très graves. Donc, une dernière petite question prospective en quelques mots, Stanis Pérez. À votre avis, comment les historiens analyseront la grande pandémie de 2020 ? C'est une belle question, ça. Avec le recul de l'historien qui a lu des historiens qui parlaient de pandémies passées et autres, ils sont toujours très sévères. C'est-à-dire qu'à 20, 30, 40, 50 ans de distance, ils sont très sévères parce que, disons que on a forcément, nous, nos clichés, nos préjugés, nos idées reçues. On les voit même pas. C'est notre perception des choses. Et quand on lit les anciens historiens, mettons, prenez un très bon livre du 19e siècle, voilà, qui parle des épidémies et tout ça. Et, par exemple, vous avez la stigmatisation des pauvres. Les classes laborieuses, dangereuses, en plus crasseuses. D'accord. Donc, quand il y a des épidémies, ils disent, oui, mais bon, en même temps, ces gens-là, ils se lavaient pas, ils passaient leur temps à boire et autres, c'est n'importe quoi. Ils vivaient dans des capharnaüm, ils n'aéraient jamais. Donc, c'est de leur faute. Dans un siècle, peut-être, eh bien, les historiens feront l'histoire de l'actuelle pandémie et ils verront des choses que nous, on ne voit même pas parce que c'est une évidence. Donc, c'est pas pour faire du relativisme à 100%, mais il faut quand même rester toujours modeste. Merci Stanis Pérez. C'était passionnant de vous écouter éclairer notre quotidien à la lumière de l'histoire. Ça permet de relativiser et de garder une certaine quiétude. Donc je rappelle que votre livre, coécrit avec le médecin Patrick Berche, Pandémie des origines à la Covid-19, est paru aux éditions Perrin. Pour ne rater aucun numéro d'Au cœur de l'histoire, la nouvelle formule du podcast natif d'Europe 1 Studio, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci à Adèle Imbert à la production et à Clément Ibrahim à la réalisation.